Imaginez vivre dans un pays où la survie est une bataille quotidienne, où les rêves sont écrasés avant même de naître et où l'avenir semble toujours hors de portée. Je parle du Soudan du Sud, une jeune nation située au cœur de l'Afrique, mais déjà profondément marquée par des décennies de guerre, de pauvreté et d'abandon. Avec une économie en faillite, des infrastructures quasi inexistantes et des services de base limités, le pays vit l'un des scénarios les plus extrêmes de la planète. Ici, manger est un luxe, l'électricité est un privilège pour quelques-uns et Internet est un rêve presque inatteignable. Face à tout cela, il n'est pas surprenant que le Soudan du Sud soit considéré comme le pays le plus pauvre du monde, où la majorité de la population survit avec moins d'$1 américain par jour. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les réalités de cette terre oubliée, plonger dans les défis auxquels son peuple est confronté et découvrir les traditions uniques qui résistent encore au milieu du chaos. Mais avant de commencer, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela ne coûte rien et me motive à continuer à vous proposer du contenu incroyable. Le Soudan du Sud est situé dans la région centrale du continent africain. Il partage ses frontières avec 6 pays, le Soudan, l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Avec une superficie d'environ 620 000 km², son paysage est marqué par de vastes plaines, des forêts tropicales, des savanes ouvertes et l'une des plus grandes zones marécageuses du monde, connue sous le nom de Sud, un immense marais alimenté par le Nil Blanc. D'ailleurs, le Nil Blanc est la principale source de vie du pays, traversant son territoire du sud au nord et soutenant les communautés qui vivent sur ses rives. Contrairement à son voisin du nord, couvert en grande partie par des déserts, le Soudan du Sud possède un climat tropical. Une grande partie du territoire reste inexplorée ou isolée, avec des infrastructures précaires et une faible présence de l'État. Malgré les défis, le pays abrite une riche biodiversité et des paysages impressionnants, y compris des zones protégées avec une vie sauvage, comme des éléphants, des girafes et des antilopes. C'est une terre de contraste, où l'abondance naturelle coexiste avec l'une des situations humanitaires les plus graves de la planète. Le Soudan du Sud abrite environ 11 millions de personnes, réparties entre plus de 60 groupes ethniques différents, chacun avec ses propres langues, traditions et formes d'organisation sociale. Parmi les principaux groupes figurent les Dinka, les Nuer et les Shilluk, qui composent la majeure partie de la population. Cette diversité est l'une des marques du pays, mais c'est aussi l'une des causes des conflits internes qui s'éternisent depuis des décennies. Dans de nombreuses régions, les tensions entre groupes ethniques rivaux génèrent des disputes pour la terre, l'eau et le pouvoir politique, alimentant des cycles de violence qui ont déjà fait des centaines de milliers de morts et des millions de déplacés. Une grande partie de la population vit dans des zones rurales et dépend de l'agriculture de subsistance, de l'élevage de bétail et de la pêche pour survivre. La langue officielle du pays est l'anglais, hérité de la période coloniale britannique, mais en pratique, peu parlent ou comprennent cette langue. Ce que l'on entend réellement dans les rues, les villages et les marchés, ce sont des langues locales comme le Dinka, le Nuer, le Bari, le Zande et tant d'autres qui reflètent la complexité culturelle du pays. Cette diversité linguistique, bien que riche, est aussi un défi pour la communication et pour la construction d'une identité nationale unifiée. En ce qui concerne la religion, le Soudan du Sud suit un chemin bien différent de son voisin du Nord. Ici, la majorité de la population est chrétienne, avec une prédominance de catholiques et de protestants, fruit de l'influence des missionnaires européens. En parallèle, de nombreuses communautés pratiquent encore des religions traditionnelles africaines, avec des rituels liés à la nature, aux ancêtres et aux esprits. Le Soudan du Sud est un pays marqué par des conflits qui ont commencé avant même son indépendance. Lorsque le pays s'est séparé du Soudan en 2011, des millions de personnes ont cru que la paix était enfin arrivée. Mais cet espoir a été de courte durée. À peine 2 ans plus tard, le pays a plongé dans une nouvelle guerre, cette fois entre ses propres dirigeants. Le président Salva Kiir de l'ethnie Dinka et le vice-président Riek Machar de l'ethnie Nuer sont devenus des rivaux politiques, et cette rivalité s'est rapidement propagée dans les rues, les villages et les communautés de tout le pays. Depuis lors, le Soudan du Sud vit dans un climat d'instabilité. Des villes ont été détruites, des villages entiers se sont vidés et des millions de personnes ont dû fuir à la hâte, laissant le peu qu'elles avaient derrière elles. On estime que plus de 4 millions de personnes sont aujourd'hui déplacées et vivent comme réfugiés, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, dans des conditions extrêmement précaires. Le gouvernement rencontre d'énormes difficultés pour maintenir l'ordre. La méfiance entre groupes ethniques,
La division au sein des forces armées et la fragilité des institutions créent un environnement d'insécurité qui semble sans fin. Pendant ce temps, la population survit comme elle peut au milieu de promesses de paix qui ne se concrétisent jamais. Juba est l'une des capitales les plus jeunes du monde et l'une des plus chaotiques. Également située sur les rives du puissant Nil Blanc, elle devrait être le cœur battant du Soudan du Sud. Mais en pratique, elle ressemble à une ville figée dans le temps. Ici, les gratte-ciel n'existent pratiquement pas. Les avenues goudronnées sont rares, et la majeure partie des rues est faite de terre rouge, qui se transforme en boue épaisse durant les pluies et devient une poussière suffocante à la saison sèche. Les feux de signalisation n'existent pas, et les embouteillages sont constants. Motos, vieux vans, voitures sans plaques et camions chargés se disputent chaque centimètre des routes, qui, pour la plupart, sont pleines de nids de poules, sans signalisation et complètement inadaptées au flux quotidien. Au premier coup d'œil, on ne croit même pas être face à la capitale d'un pays, car elle ressemble plus à une petite ville de province. C'est un endroit où la modernité tente de naître, mais est écrasée quotidiennement par les défis d'un pays qui lutte pour se relever. Marcher dans la ville, c'est être témoin d'un contraste brutal. D'un côté, des marchés bondés comme le Konyo Konyo Market, où des milliers de personnes se disputent l'espace pour acheter du maïs, du poisson séché, du charbon et des vêtements d'occasion venant du Kenya et de l'Ouganda. De l'autre, des bâtiments gouvernementaux entourés de hauts murs, de gardes armés et de véhicules militaires qui rappellent à tout instant que la paix ici est fragile. Mais peut-être que le plus impressionnant dans cette capitale chaotique ne se trouve pas au sol, mais dans le ciel. Lorsque le soleil commence à se coucher, la ville entière plonge dans une obscurité presque absolue. Seules de petites lanternes, des feux improvisés et des générateurs bruyants brisent les ténèbres. L'électricité ici est si rare qu'elle est devenue un symbole de statut. Celui qui possède un générateur est considéré comme riche et malgré tout, la plupart des nuits, Juba reste silencieuse et sombre, comme si elle était isolée du reste du monde. De plus, dans de nombreux quartiers, il n'y a ni assainissement de base ni eau courante. La population dépend de puits artésiens et de camions-citernes qui font payer cher chaque litre d'eau. Juba est une ville qui résiste, une capitale construite au milieu de la guerre, soutenue par l'espoir et marquée par de cicatrices profondes. Elle n'est pas belle, elle n'est pas moderne et elle n'est pas fonctionnelle. C'est une capitale qui tente de respirer, de survivre et, qui sait, de renaître un jour. Si vous aimez vous plaindre de la vie, c'est probablement parce que vous n'avez jamais vu de près comment on vit au Soudan du Sud, considéré comme le pays le plus pauvre du monde. Ici, des choses que vous faites tous les jours sans y penser, comme allumer une lumière, ouvrir un robinet ou charger un téléphone portable, sont un véritable luxe, inaccessible pour la majorité de la population. Mais comment est-ce de vivre ainsi en réalité ? Environ 80% de la population vit dans des zones rurales et plus de 70% des habitations sont faites de boue, de paille ou de matériaux improvisés. Il n'y a ni lit, ni canapé, ni réfrigérateur. La famille entière dort à même le sol en terre battue, cuisine sur des feux à l'extérieur et utilise des latrines improvisées quand elle a accès à une structure d'hygiène minimale. L'électricité est pratiquement inexistante. Seulement 7% de la population a accès à l'énergie électrique et, même dans les rares zones urbaines avec un réseau électrique, les coupures de courant sont fréquentes et durent des heures, voire des jours. L'eau potable est également rare. Environ 60% de la population n'a pas accès à de l'eau propre et dans de nombreuses régions, femmes et enfants marchent de 4 à 6 km par jour pour chercher de l'eau dans des puits peu profonds ou directement dans les rivières, une eau qui est souvent contaminée. Internet, presque personne ne connaît. Du signal téléphonique seulement dans les centres urbains. En dehors des villes, plus de 90% des gens vivent sans aucun type de connexion ou de communication moderne. Le transport est un autre défi. Comme il n'existe pas de route goudronnée en dehors des capitales régionales, la majorité se déplace à pied ou dans des charrettes tirées par des animaux. Quand quelqu'un tombe malade, la réalité est encore plus cruelle. Il y a des régions avec seulement un médecin pour 100 000 habitants. Et le plus choquant, environ 80% de la population vit avec moins d'$1 américain par jour. C'est bien cela, un seul dollar pour couvrir la nourriture, l'eau, les vêtements, le transport et tout le reste. Au Soudan du Sud, le confort que beaucoup considèrent comme basique n'existe tout simplement pas. La vie est une bataille quotidienne, où chaque goutte d'eau, chaque repas et chaque nuit en sécurité représente déjà une victoire contre toutes les probabilités.
Au Soudan du Sud, le mariage n'est pas seulement l'union de deux personnes, c'est un accord social, économique et spirituel qui implique toute la communauté, et le prix de cet accord ne se mesure pas en argent, en bijoux ou en cadeaux. Ici, l'amour a une valeur très particulière. Il se pèse en vaches, et nous ne parlons pas de 2 ou 3 têtes. Dans de nombreuses régions, la dot peut atteindre 40, 60 ou même 100 vaches, selon la famille, la beauté de la mariée et le prestige de la communauté. Cette pratique a lieu chez les peuples Dinka, Nuer et Mundari, parmi certains des plus grands groupes du pays. Et pour eux, la vache est le bien le plus précieux de la vie. Elle représente le statut, le respect, la prospérité et même l'identité spirituelle. C'est pourquoi remettre des vaches à la famille de la mariée n'est pas un simple paiement. C'est la démonstration ultime que l'homme a la capacité de soutenir une famille. Plus il offre de vaches, plus il devient admiré. Et ce n'est pas tout. La famille de la mariée n'accepte pas n'importe quelle vache. Elles doivent avoir des cornes parfaites, une bonne santé, une forme adéquate et, de préférence, des couleurs valorisées par la culture locale. Certaines teintes sont considérées comme sacrées et peuvent valoir le double du prix ordinaire. Il existe des familles qui n'acceptent que des vaches d'une couleur spécifique, car elles croient que cela porte chance au mariage. La dot en vache détermine aussi d'autres aspects de la vie. Si un homme n'a pas assez de vaches, il ne peut tout simplement pas se marier. C'est pourquoi beaucoup vivent exclusivement pour s'occuper du troupeau. Les jeunes passent leur adolescence à dormir aux côtés du bétail, le protégeant contre les voleurs, les lions et les inondations, car chaque vache perdue peut signifier des années de plus sans la chance de fonder une famille. L'amour est peut-être un sentiment universel, mais au Soudan du Sud, le chemin vers l'autel passe inévitablement par un troupeau de vaches et par un accord ancestral. Au milieu de tant de difficultés, il existe un peuple qui se distingue non seulement par sa résilience, mais par sa taille. Dans ce pays où tout semble s'effondrer, les Dinkas se dressent littéralement. Ils sont considérés comme le peuple le plus grand d'Afrique et peut-être du monde, avec des hommes qui dépassent fréquemment 1,90 m et certains qui atteignent les 2 mètres avec naturel. Mais d'où vient une telle taille ? Chance génétique ou reflet d'un mode de vie façonné au fil des siècles ? Les Dinkas sont le plus grand groupe ethnique du Soudan du Sud et sont profondément liés à l'élevage de bétail. Pour eux, les vaches sont sacrées, pas seulement une source de lait, mais un symbole de beauté, de richesse, de statut social et même d'identité spirituelle. Chaque vache reçoit un nom, chaque corne a une signification. Le lait est un aliment. Le fumier sert de combustible et même de base pour les cendres utilisées pour couvrir le corps, éloigner les insectes et protéger du soleil. Mais ce qui attire vraiment l'attention, c'est la façon dont les Dinkas vivent de manière ancestrale, avec une alimentation basée sur le lait, les céréales, les racines et, principalement, sur le contact direct avec la terre et le bétail. Et ce n'est pas seulement l'alimentation qui impressionne. Les rituels initiatiques de la jeunesse impliquent de marquer le corps avec des entailles profondes sur le front, faites avec des lames de métal formant des rayures parallèles qui saignent pendant des jours. Ces entailles ne sont pas seulement esthétiques, elles sont une preuve de courage, de résistance à la douleur et une entrée officielle dans la vie adulte. Ne pas pleurer durant le rituel est un signe d'honneur pour les Dinkas. Le corps est un temple et la douleur un chemin vers la grandeur. La beauté idéale chez les Dinkas réside dans la stature, le physique et la symétrie des entailles rituelles. La taille est admirée, cultivée et célébrée à un tel point qu'il y a des disputes entre villages pour savoir quelle communauté a les hommes les plus grands. Être grand pour eux est plus que de la chance. C'est le destin, c'est le pouvoir. Dans un pays marqué par la guerre et la pauvreté, c'est dans les danses traditionnelles que le peuple trouve la force de continuer. Chaque battement de tambour, chaque pas sur le sol en terre et chaque chant collectif portent des siècles d'histoire et d'identité. L'une des danses les plus marquantes est la danse des sauts, pratiquée principalement par les Dinkas et les groupes Nuer. C'est un véritable rituel de compétition. Les jeunes se mettent côte à côte et au centre, un par un. Les hommes commencent à sauter verticalement, le plus haut possible, en gardant le corps complètement étendu. Ce n'est pas un saut ordinaire, c'est un saut de guerrier. Et il a un but unique, impressionner. C'est ainsi que les jeunes démontrent leur courage, leur énergie et même leur valeur pour de possibles prétendantes. Plus le saut est haut, plus le danseur conquiert de prestige au sein de la communauté. Dans certains villages, les femmes observent en silence, analysant la posture, l'endurance et le contrôle du corps. Et oui, cela influence directement les mariages et les alliances futures. En plus d'elle, il existe la danse traditionnelle Dinka.
marquée par des mouvements qui imitent le bétail, symbole ultime de richesse et de spiritualité. Les hommes peignent leur corps avec des cendres de fumier brûlées, lèvent des lances décorées et dansent en demi-cercle, inclinant le corps comme s'ils faisaient partie du troupeau. Le rythme est profond, presque hypnotique. Les chants sont répétitifs et résonnent dans le village comme un appel ancestral. Pour les Dinka, danser, c'est honorer les ancêtres et montrer sa force aux possibles prétendantes. Au Soudan du Sud, la danse est l'âme du peuple, et presque toutes ont quelque chose de symbolique lié au bien le plus précieux pour eux, le bétail. Au Soudan du Sud, l'économie n'est pas seulement fragile, elle existe à peine. Bien que le pays soit riche en ressources naturelles comme le pétrole, l'or et les terres fertiles, la population vit une réalité complètement opposée. Cela nous fait réfléchir. Comment un pays si riche sous la terre peut-il être si pauvre au-dessus ? Le pétrole représente plus de 90% des revenus nationaux, mais cette richesse n'arrive pas entre les mains du peuple. Le profit va à une petite élite politique, à des contrats internationaux et à des dépenses militaires. Pendant ce temps, des millions de Sud-Soudanais affrontent la faim, qui n'est pas une figure de style. Plus de la moitié de la population vit une insécurité alimentaire sévère. Dans de nombreux villages, manger une fois par jour est déjà un motif de célébration, quand il y a de la nourriture. L'agriculture, qui pourrait être une solution, est pratiquée comme elle l'était il y a des siècles, avec les mains, sans machines, sans irrigation, sans aucun soutien du gouvernement. Les agriculteurs dépendent uniquement de la pluie, qui parfois ne vient pas et quand elle vient trop, détruit tout avec des inondations. Résultat, la production s'effondre, le marché tombe, les prix flambent et la faim se propage comme un feu de paille sèche. Le chômage est généralisé. La majorité travaille dans l'informel, faisant de petits services, vendant du bois, portant des seaux, pêchant dans des lacs isolés ou plantant leur propre subsistance. Les jeunes, sans opportunité, sont souvent recrutés par des milices locales. Et quand on demande à un enfant ce qu'il veut être quand il sera grand, beaucoup répondent « Je veux partir ». Quand on parle du Soudan du Sud, presque personne ne pense au tourisme, aux monuments ou aux paysages à couper le souffle. Mais peut-être que ce qui impressionne le plus dans ce pays oublié, c'est justement cela. Au milieu du chaos, il existe encore de la beauté, et beaucoup. Et nous ne parlons pas seulement de la nature sauvage, mais aussi de l'héritage culturel qui reste vivant, caché, loin des projecteurs du monde. Le pays abrite des parcs nationaux pratiquement intacts, comme le parc national de Boma et le parc national de Bandingilo, qui ensemble gardent l'une des plus grandes migrations d'animaux de la planète, plus grande même que celle du célèbre Serengeti. Mais presque personne ne le sait. Ce sont des centaines de milliers d'antilopes, de buffles et d'autres animaux traversant des plaines immenses, guidés seulement par l'instinct, un spectacle de la nature que très peu d'yeux ont déjà vu. Un autre point fort est le parc national de Nimule, au sud du pays, à la frontière avec l'Ouganda. Là, éléphants, hippopotames et girafes circulent libres entre des collines vertes et le majestueux fleuve Nil. Les paysages sont à couper le souffle, surtout au lever du soleil, quand la brume couvre la végétation et que la vie sauvage commence à s'éveiller. C'est comme si la nature chuchotait au monde qu'il existe encore de la beauté, même au milieu de la douleur. Et pour les plus aventureux, il y a aussi les monts Imatong, une chaîne montagneuse couverte de forêts tropicales denses. C'est là que se trouve le mont Kinyeti, le point le plus haut du pays, avec 3187 mètres d'altitude. Le sentier jusqu'au sommet est peu exploré, mais offre une expérience unique pour ceux qui cherchent le contact avec l'inconnu. La région est aussi le foyer d'espèces rares d'oiseaux, devenant un paradis pour les observateurs de la nature. Au Soudan du Sud, c'est l'eau qui prend possession de la terre. Et nous ne parlons pas de plages ou de lacs tranquilles, nous parlons du Sud, un marais si gigantesque qu'il semble sans fin. Il est formé par les eaux du Nil Blanc et, durant la saison des pluies, s'étend au point de couvrir une zone plus grande que de nombreux pays entiers. Dans ces moments maximaux, le Sud peut dépasser les 130 000 km², presque la taille de l'Angleterre. Le Sud est un monde à part, un labyrinthe de canaux, d'îles flottantes, de végétation dense et de silence absolu. Un endroit où l'on voit plus de bateaux que de routes, plus d'eau que de terre, et où le temps semble marcher au ralenti. Mais ce qui peut paraître beau à distance est aussi l'une des régions les plus isolées et difficiles de la planète. Là, il n'y a ni école, ni hôpitaux, ni routes. La seule façon d'arriver ou de partir est en canoë ou en petit bateau, quand on en a un. Le Sud garde aussi des secrets. Sa géographie change constamment, rendant difficile la navigation et même la cartographie de la région. Beaucoup disent qu'il y a des zones inexplorées là-dedans,
et pendant des décennies, même les avions évitaient de le survoler par peur de se perdre. C'est un territoire aussi mystérieux que vital, l'un des derniers grands marais intacts du monde. Dans un pays où presque tout manque, il existe une chose qui maintient des millions de personnes en vie. Le fleuve Nil, plus spécifiquement le Nil blanc, qui naît en Ouganda et traverse le Soudan du Sud au nord, comme une veine ouverte, apportant eau, subsistance et espoir. Sans lui, il serait impossible de survivre sur ce territoire marqué par des sécheresses, une chaleur extrême et la pénurie. Le long de ses rives, des communautés entières se fixent. C'est là qu'elles pêchent, irriguent les plantations, lavent les vêtements et cherchent de l'eau pour boire. Mais cette bénédiction est aussi fragile. À l'époque des pluies, le fleuve déborde et transforme les villages en bourbiers. Dans la sécheresse, il se vide, ralentit et rend la survie encore plus difficile. Malgré tout, personne ne vit loin de lui. Là où il y a le Nil, il y a la vie. Mais le Nil est aussi un motif de tension. La survie de millions de Sud-Soudanais dépend de ce qui se passe dans les pays voisins. Des barrages construits au Soudan, en Éthiopie ou en Égypte menacent de contrôler ou de réduire le flux d'eau qui arrive au pays. Et si ce fleuve s'arrête, tout s'arrête. Après tout, comment vivre dans un endroit où la seule certitude est un fleuve qui peut s'assécher, monter trop haut ou être contrôlé par d'autres? Au Soudan du Sud, le Nil n'est pas seulement un cours d'eau. Il est le cœur d'un peuple entier. Mais même le cœur le plus fort peut s'arrêter s'il est ignoré trop longtemps. Parler de nourriture au Soudan du Sud, c'est parler de survie. Ici, il n'existe pas de plats élaborés, d'épices rares ou de desserts traditionnels. La nourriture reflète la réalité dure du pays. Simplicité, pénurie et créativité forcée dans un endroit où une bonne partie de la population ne mange qu'une fois par jour, quand elle mange. La cuisine est plus un témoignage de la lutte quotidienne du peuple qu'un symbole de plaisir. L'aliment le plus courant est l'azida, une espèce de bouillie épaisse faite de farine de sorgho ou de maïs. Elle est cuite dans de grandes marmites en fer, remuée avec des bâtons en bois et servie encore chaude, généralement accompagnée d'une portion minimale de sauce de feuilles ou de légumes. Dans de nombreux villages, ce plat est le seul repas de la journée et doit quand même être divisé entre toute la famille. Un autre aliment important est le kisra, un type de crêpe fine faite de farine fermentée. Elle est consommée avec des soupes légères ou avec des sauces préparées avec de la pâte d'arachide, des feuilles cuites ou des haricots écrasés. Dans les régions proches du Nil, le poisson séché est l'un des ingrédients les plus accessibles. Il est salé et laissé au soleil pendant des jours, gagnant un arôme fort. Ensuite, il est bouilli ou frit, aidant à donner plus de saveur au plat dans un pays où les épices sont rares. La viande est rare. Bien que le pays possède des millions de têtes de bétail, de nombreuses familles passent des mois sans manger un seul morceau de viande rouge. Le motif est que, pour certaines communautés, la vache est sacrée. Elle est synonyme de richesse, de dot, de statut, de pouvoir et d'avenir. Une vache vaut une épouse, vaut le respect. C'est pourquoi tuer une vache pour manger est presque un péché social. C'est-à-dire que la viande existe, mais n'est pas dans l'assiette. Au Soudan du Sud, la nourriture n'est pas seulement un aliment, c'est de la résistance. Chaque plat, aussi simple soit-il, est la preuve que le peuple continue de lutter contre la faim, la misère et l'abandon. En résumé, le Soudan du Sud est un pays de contrastes extrêmes, où une beauté naturelle impressionnante et une culture riche coexistent avec des défis presque insurmontables. La lutte quotidienne pour la survie est, sans aucun doute, une réalité. Mais en même temps, les traditions profondes et les danses vibrantes chargées de sens révèlent la force et l'esprit du peuple sud-soudanais. Si vous vous êtes senti touché par les difficultés de cette nation, dites-nous ce qui a le plus attiré votre attention. Si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela m'encourage à continuer à vous apporter plus de contenu. À la prochaine vidéo.